On le voit, vos enquêtes de terrain le montrent, des statuts qui auparavant semblaient clairement distincts, le salariat d'un côté, le travail indépendant de l'autre, tendent désormais à s'imbriquer et on peine parfois à les différencier. Il y a vraiment un brouillage qui se crée entre les deux. Or, ce qui, en droit, fonde le salariat, c'est le lien de subordination. Et les évolutions actuelles du monde du travail remettent en question la définition même de ce lien de subordination. La question, finalement, c'est comment s'exerce le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, ce qui définit le lien de subordination à l'heure du numérique, du télétravail, des algorithmes. C'est l'objet de notre première table ronde. Et donc, je vais accueillir les participants à cette table ronde. Pascal Delec, professeur à l'Université Sorbonne, président de l'Association française de droit du travail. Et François Pinatel, avocat au conseil de la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, membre du bureau d'Avocial. Avant de lancer le débat entre les intervenants, je me permets une petite précision pratique. Même si nous sommes en visioconférence, vous pouvez évidemment poser vos questions à tout moment et je vous forcerai de les relayer parce que je les ai sur un écran en face de moi. Pour commencer, je me tourne tout de suite vers les intervenants. La première question que j'aimerais vous poser, c'est finalement, est-ce que le lien de subordination est toujours adapté au monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui ? Et en pratique, est-ce qu'il faut envisager de faire évoluer les critères qui le fondent ? Si vous le permettez, je propose qu'on commence par donner la parole à Pascal Lokiec, qui nous donne son point de vue d'expert, on va dire, de professeur de droit. Bonjour à tous. Ce que je dirais déjà pour commencer, c'est que le salariat et le droit du travail en général restent totalement adaptés au travail d'aujourd'hui et qu'il ne faudrait pas, à mon avis, partir de l'idée que le salariat est obsolète et qu'il faut donc changer de mode de régulation. Ça ne veut pas dire que les critères du salariat, eux, n'ont pas besoin d'évoluer. Le critère du salariat doit permettre de faire rentrer dans le salariat tous ceux qui ont besoin de protection. Et personnellement, je ne suis pas convaincu que le critère de la subordination permette aujourd'hui encore de faire rentrer dans le salariat tous ceux qui ont besoin de protection. Alors pourquoi ? Comme on le sait tous, dans la définition actuelle du lien de subordination, il y a le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction. Le pouvoir de direction, c'est le critère des ordres et des directives. Or, ce que l'on peut constater depuis beaucoup d'années, c'est la transformation du travail. Les employeurs ont de plus en plus de mal à diriger le travail, c'est-à-dire à déterminer le contenu du travail, pour de multiples raisons, notamment la complexification du travail, le fait que c'est maintenant le salarié qui a le savoir et qu'il est difficile de diriger le contenu du travail. Et dès lors, plutôt que de déterminer le contenu, l'employeur va fixer des objectifs, va déterminer des critères de performance, ce qui fait qu'on a un basculement du pouvoir de direction vers le pouvoir de contrôle. Alors, ça ne concerne pas tous les salariés, hein, évidemment. Ce qu'on appelait les salariés, les travailleurs de première ligne pendant la crise sanitaire, qui sont à la caisse des supermarchés, etc., ce sont des travailleurs qui sont dans un lien de subordination classique. Mais pour beaucoup d'autres, et notamment ceux en télétravail, on a ce basculement du pouvoir de direction vers le pouvoir de contrôle. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'on gagnerait à sortir de la grammaire de la subordination qui est un peu vieillie, qui est un peu obsolète, et qui donne un peu l'image d'un salariat du monde vers le critère du contrôle. Et c'est pour ça que j'avais proposé une sorte de définition alternative du salariat, critère fondé sur le contrôle, qui aurait été la suivante. Alors, je vous lis ce que j'avais proposé. La relation de travail est caractérisée par l'exécution d'un travail sous le contrôle d'un employeur qui a le pouvoir d'en déterminer les modalités d'exercice. Et à partir de là, avec toute une série d'indices que l'on connaît, je ne vais pas tous les citer, la fixation d'objectifs, l'intégration dans un service organisé qu'on connaît, la détermination des horaires, du lieu de travail, etc., etc. Voilà, donc le salariat, oui. Le lien de subordination, peut-être devrait-on réfléchir à le faire évoluer, mais toujours avec cette idée que le salariat reste le modèle et que l'objectif, ça doit être de faire rentrer tous ceux qui ont besoin de protection
dans le salariat et pas dans, c'est mon point de vue évidemment, dans autre chose que le salariat. Merci. Muriel Lasserre, en tant que praticienne du droit du travail, est-ce que vous trouvez également que la grammaire de la subordination a vieilli? Est-ce qu'il vous semble qu'il faut revoir ces critères du lien de subordination? Écoutez, oui, en fait, on a travaillé avec la commission Avosial à plusieurs sur ce sujet-là. Et c'est vrai que plus que la question de savoir si ce critère avait vieilli, on s'est surtout dit qu'il y avait un problème de sécurité juridique autour de cette notion, qui demeure, mais qui n'est pas franco-française, même si nous raisonnons en français, puisque nous avons nos propres critères qui sont jurisprudentiels. Et là, je laisserai François expliquer plus en détail les points juridiques liés à ce sujet. Mais si vous voulez, effectivement, on a un problème de pouvoir faire rentrer dans une case ou pas ces travailleurs de plateforme. Et donc, un mot sur l'étude à l'international et les constats qu'on peut faire pour sortir un petit peu du problème franco-français. On se rend compte qu'en fait, il s'agit d'un problème à l'international. Et finalement, dans les pays, quels que soient les pays qui ont travaillé sur le sujet et qui sont confrontés au sujet, c'est-à-dire à peu près partout, on a exactement le même problème et le même sujet, quelle que soit la définition qui est donnée du lien de subordination, du salariat ou du travailleur indépendant. Les problèmes sont identiques, sont similaires, et les magistrats appliquent en général la technique du faisceau d'indices pour tenter de faire entrer ou pas dans une case une situation donnée. Donc, le travailleur de plateforme est-il un indépendant ou est-il un salarié? Eh bien, en fait, la question se pose de manière très similaire partout. Donc, finalement, notre sujet de faire évoluer la définition peut-être vers une définition légale est un vrai sujet, mais qui est d'une certaine manière aussi un sujet universel. Merci. François Pinatel, Muriel Lasserre disait que vous pourriez nous parler plus en détail des sujets de droit que soulève cette question de la définition du lien de subordination. Je pense que le président François saura très bien faire ça, mais moi, je suis très intéressé par ce que vient de dire Muriel sur le caractère mondialisé de la problématique. On n'a pas tant de problématiques juridiques actuelles qui soient aussi mondialisés et dans des termes aussi analogues, avec pourtant des modèles nationaux aussi différents. C'est-à-dire que ce qui est très étonnant, et c'est ce que disait Pascal Lequiec, mais ce que disait aussi Sophie Bernard, moi j'ai été très intéressé par ça, l'idée suivant laquelle finalement ces travailleurs qui sont des travailleurs économiquement dépendants cherchent de la protection. Et ça renvoie en réalité à des réflexions, si on réfléchit bien, dont on pensait qu'elles étaient absolument terminées depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire que la notion en fait de critères de subordination économique qui a été absolument mise de côté par la jurisprudence au profit d'une notion de subordination juridique réapparaît malgré soi face à une catégorie de travailleurs qui a effectivement la volonté d'être indépendant dans son mode de fonctionnement, mais et du fait du fonctionnement de la plateforme, dépendant économiquement. Donc la question, c'est de savoir ce qu'on fait, nous, notre subordination juridique, quand elle est plus adaptée en réalité aux besoins de ces gens-là, qui est un besoin de protection et non pas un besoin d'organisation. Alors, effectivement, il y a cette solution qui est la solution finalement qui a été retenue par la plupart des pays du monde, c'est-à-dire que la plupart des pays du monde ont basculé vers le salariat. Ils ont parfois pu ouvrir un troisième statut, mais on a réalisé qu'en général, ça ne marchait pas et qu'en général, ce qu'il se passait, c'est qu'on rebasculait dans le salariat. Ça veut donc dire que le salariat, c'est la protection et que ça, c'est une notion qui, quelle que soit la manière dont on définit les critères du contrat de travail, est quasiment mondialisé. Alors après, il y a une double interrogation autour de la subordination. La première interrogation, c'est est-ce que ces critères, tels qu'ils sont définis aujourd'hui, c'est-à-dire triple pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, est un critère efficace. Personnellement, j'ai beau retourner dans tous les sens, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un critère susceptible de le remplacer de manière opérante.
Je ne crois pas du tout notamment à la théorie du risque, que je crois extrêmement dangereuse dans la mesure où, ce que Bernard le disait, le risque, il est désormais assumé dans les entreprises aussi par un certain nombre de salariés et notamment par les cadres. Moi, ce que je crois, alors je pense qu'on a à peu près la même idée, mais finalement, on n'est pas sur le même critère avec Pascal Lequiec. Moi, ce que je crois fondamental dans la relation de travail et ce qui justifie la protection via le salariat, c'est la discipline. C'est-à-dire qu'en fait, le contrat de travail, c'est le seul contrat dans lequel, en plus de la direction et du contrôle, il y a un pouvoir disciplinaire. Quand, par exemple, on passe un contrat de marché avec quelqu'un, on lui donne des ordres, on contrôle ce qu'il a fait, on fait faire des travaux chez soi, etc. Mais on ne dispose pas d'un arsenal de sanctions. Or, ce qu'il y a, par exemple, moi, j'ai été très, très frappé dans les dossiers à la fois Uber et Take It Easy par la manière dont la subordination avait été appréhendée par la Chambre sociale. Elle a appréhendé effectivement l'aspect pouvoir de direction, mais c'est essentiellement, je trouve, sur l'aspect pouvoir de sanction qu'on sent qu'effectivement, là, on bascule dans complètement autre chose. Alors, la difficulté, pour revenir à ce que disait Muriel, puis après je me tais, mais la difficulté, c'est effectivement cette question de sécurité juridique, parce que, à force, le lien de subordination est devenu une notion absolument flexible. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, et notamment on a le sentiment quand on lit les décisions des juges du fond, que ce triptyque direction, contrôle, sanction, finalement ne correspondant plus à des situations pures, on utilise ici tel critère, là tel autre, pour faire rentrer un maximum de situations dans la catégorie juridique. D'où l'idée qu'on avait eue à Avocial d'essayer de légaliser cette définition, notamment en insistant sur le caractère cumulatif des critères, et surtout, moi j'étais très attaché à ça, à l'idée suivant laquelle le simple fait de pouvoir rompre un contrat, ce qui n'est jamais qu'un principe qui est sous-entendu dans tous les contrats indéterminés, ne puisse pas à lui seul caractériser pouvoir disciplinaire qui me paraît être au cœur du contrat de travail. Voilà. Merci. Vous vous taisez de maintenant. Oui, je me tais. Okay. Je ne vous pose plus de questions. Okay. Monsieur Frouin, vous avez le point de vue du magistrat et vous allez pouvoir nous dire de ce point de vue-là si les 3 critères qui fondent le lien de subordination vous semblent encore opérants et si dans votre pratique, vous avez eu le sentiment qu'ils étaient suffisamment souples et en même temps peut-être assez clairs pour justement définir ce qu'est un lien de relation de travail. C'est-à-dire que tant que l'on admet que le droit du travail ne s'applique pas à tous les travailleurs, quel qu'en soit le statut, je crois que c'est notre position de départ, notre position actuelle, en tout cas, on peut la faire évoluer, mais seulement à se placer dans une certaine dépendance répondant à certains critères, il faut bien définir la nature de cette dépendance. C'est à quoi sert le lien de subordination et les éléments qui le constituent et qui ont été rappelés, pouvoir de direction, pouvoir de contrôle, pouvoir de sanction. Alors, on peut évidemment considérer que les formes d'exercice d'une activité dans le monde d'aujourd'hui vont dans le sens d'une plus grande autonomie du travailleur, réelle ou supposée, et que dans ces conditions, la notion de subordination n'est plus parfaitement opératoire pour discriminer le travailleur dit salarié auquel s'applique le Code du travail et le droit du travail, et le travail dit indépendant auquel il ne s'applique pas. Mais ce n'est pas à proprement parler nouveau, il y a toujours eu des travailleurs dont la nature même de l'activité leur laissait une très large autonomie d'exercice, nonobstant une réelle dépendance à une entité, de sorte qu'on pouvait déjà avoir du mal à les situer au regard de l'existence ou non d'un lien de subordination. Souvent, dans ces hypothèses, c'est le législateur qui est venu à l'aide de ces travailleurs pour poser en quelque sorte un lien de subordination en énonçant une présomption de salariat, ou parfois d'ailleurs de non-salariat, réversible dans un cas comme dans l'autre, comme il l'a fait, c'est l'objet de la partie 7 du Code du travail. Alors on peut évidemment estimer que ça, ce sont des rustines et qu'elles ne permettent plus de régler au regard de la qualification statutaire la multiplicité des hypothèses contemporaines dans lesquelles des formes nouvelles d'exercice de l'activité professionnelle sont marquées par une plus grande ou en tout cas une certaine autonomie du travailleur. Mais si ce n'est plus le lien de subordination qui permet de distinguer le travailleur salarié du travailleur non salarié,
il faut trouver quelque chose qui, de toute façon, y ressemblera sans être forcément plus précis et plus opératoire. Alors, j'ai bien entendu, je l'avais lu, la définition proposée par Pascal qui viserait à passer par la notion de contrôle pour appréhender la notion de travailleur auquel s'appliquerait le droit du travail, le code du travail. C'est une définition très intéressante car elle rend bien compte de ce qu'est le travail salarié. Est-elle plus précise et plus opératoire que celle définie par l'existence d'un lien de subordination? J'en suis pas tout à fait sûr. Et puis par ailleurs, il y a une question qu'il faut se poser si on décide d'abandonner la notion de lien de subordination comme critère d'application du Code du travail et du droit du travail. Qu'est-ce que l'on recherche en définitive? Quelle est la finalité qu'on se donne? Est-ce que l'objectif, à supposer que ce soit possible, est parfaitement neutre? L'objectif, ce serait purement et simplement de sécuriser les relations contractuelles, donc de définir un objectif qui pourrait être parfaitement objectif. S'agit-il d'inclure dans le salariat un plus grand nombre de travailleurs pour étendre la protection apportée par le Code du travail à des travailleurs qui sont dans des situations d'incertitude au regard du lien de subordination, ou s'agit-il d'exclure du salariat un plus grand nombre de travailleurs? La tendance du législateur jusqu'à présent a été plutôt, sans doute celle du juge aussi d'ailleurs, a été plutôt d'inclure dans le salariat un plus grand nombre de travailleurs ou d'accorder à des travailleurs non salariés une partie des droits des salariés. Au bout du compte, je crois qu'il faut y réfléchir à deux fois avant de dire le lien de subordination inadapté aux réalités du monde de travail d'aujourd'hui. J'ai bien entendu tout ce qui a été dit autour de cette table et j'y suis sensible, mais en tant que praticien, j'aurais tendance à m'accrocher encore un peu au lien de subordination tant que je ne vois pas de solution de rechange qui pourrait être aussi pratique, aussi commode, aussi fonctionnelle, sauf peut-être à discuter, mais je crois que c'est un peu l'objet de la deuxième interrogation, sauf à discuter, et là je suis prêt à battre ma coulpe, de l'usage qu'en fait le magistrat du fond et surtout de la Cour de cassation. Pascal Lequiec, peut-être vous voulez répondre sur la définition que vous proposez du lien de subordination? Peut-être d'abord sur l'idée de sécurisation qui est extrêmement à la mode. Et d'abord, quand on parle de sécurisation, pour moi, c'est à la fois pour les salariés et pour les employeurs. Non, évidemment, j'ai un peu de mal avec cette idée que l'objectif du droit doit être nécessairement la sécurisation. Je prends évidemment l'importance de la sécurité juridique, mais je crois que ça a pris trop de place aujourd'hui et on voit l'effet que ça peut avoir sur la création d'un barème, qui pour moi est quelque chose de profondément négatif. Alors, si on cherche à sécuriser, la définition, il me semble que ce n'est pas par le contenu même de la définition. Je crois qu'on est d'accord, on n'arrivera pas à créer une définition qui soit suffisamment précise pour être sécurisée. Totalement d'accord sur le fait que le contrôle n'est pas une notion plus sécurisante que la subordination, et ce n'était pas du tout l'idée, et même le critère proposé par François de la discipline, je ne crois pas que ça sécurise tellement non plus, parce que si le contrat de travail prévoit la sanction, ou si un document, comme c'est le cas chez Uber, permet de déterminer qu'il y a une sanction, ok, mais dans la plupart des cas, ça n'est que par la pratique qu'on verra qu'il y a une sanction. Et il n'est évidemment pas question de limiter le salariat aux salariés qui auraient été effectivement sanctionnés. Ça n'est pas possible. Donc, si vous êtes dans une entreprise sans règlement intérieur en dessous de 50 salariés, le critère de la discipline ne va pas être évident à appliquer si le salarié lui-même n'a pas été sanctionné et si le contrat, comme c'est souvent le cas, ne dit strictement rien sur la sanction. Donc, voilà, je crois qu'on aura beaucoup de mal en fait à trouver un critère qui permette une définition sécurisée. Donc, comment est-ce qu'on pourrait sécuriser, à supposer, je le répète, que l'objectif soit légitime, et j'en suis absolument pas convaincu, c'est plutôt sur les modalités de mise en œuvre de la définition. Donc, il y a des modalités qui ont été mises en place un peu partout. Les Italiens ont un mécanisme de certification des contrats de travail. Vous allez avoir une commission qui va certifier que c'est un contrat de travail. Je ne suis pas convaincu forcément de l'utilité. Et il y a surtout la technique des présomptions.
qui n'aboutit pas à des critères très précis, elle ne touche pas au contenu même, mais au mode de preuve. Et c'est là-dessus que peut-être on peut jouer. La France a plutôt été sur des présomptions de non-salariat. Il me semble, et c'est semble-t-il, alors on n'a pas la position de la Commission européenne, puisque c'est je crois, après-demain, mais les rapports qui étaient sortis étaient plutôt dans le sens, et ça me semble plutôt une bonne idée, hein, d'une présomption de salariat. Hein, voilà, donc si on devait sécuriser, à mon avis, ce n'est pas sur le contenu même de la définition, mais c'est sur ces modalités de mise en œuvre. Et le système de la présomption de salariat pour les travailleurs indépendants des plateformes, pourquoi pas. Après, il faut trouver des critères. Est-ce que le critère, c'est la plateforme? Est-ce que c'est l'utilisation d'algorithmes? Il y a une proposition de loi qui avait été faite en France qui était de prendre en compte le fait que ce sont des algorithmes qui déterminent les modalités de travail, et ça pourrait être un déterminant de mise en œuvre de la présomption, parce qu'on en parlera peut-être. Ça, c'est un vrai sujet. La transformation du pouvoir de direction en pouvoir de contrôle, c'est ce dont je parlais, et dans le contrôle, les algorithmes jouent un rôle absolument considérable. Évidemment, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire, parce que derrière l'algorithme, il y a une décision, c'est clair, mais la décision, elle est beaucoup plus difficile à cerner. On ne sait pas très bien qui la prend, on ne sait pas qui est responsable. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. François Pinatel, vous le disiez tout à l'heure, la sécurisation des salariés et surtout de votre côté des employeurs, la sécurité juridique du contrat, c'est pour vous un élément capital. Et pour ça, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir une définition légale finalement du lien de subordination ou du contrat de travail? Alors ça, c'est l'idée effectivement qu'on avait défendue dans le cadre de la commission qu'on avait créée, spécifiquement d'ailleurs sur la question des travailleurs de plateforme, commission qui s'est ensuite étendue dans son champ à toutes ces formes de travailleurs indépendants, dépendants. Moi, je suis très sensible à ce que vient de dire Pascal Loquiec sur les présomptions de salariat. Je pense que le problème, c'est qu'on se concentre beaucoup, en fait, sur cette catégorie particulière de travailleurs qui sont les travailleurs indépendants, en réalité dépendants, sur le modèle des travailleurs de plateforme. Sur le modèle des travailleurs de plateforme, on a incontestablement un modèle où, sauf exception, c'est la plateforme qui va diriger. Et là, je trouve que tout ce que tu disais tout à l'heure sur les critères, etc., est absolument juste, et que là, une présomption de salariat pourrait effectivement sécuriser les choses, à charge pour la plateforme de démontrer qu'en réalité, on ne travaille pas dans le cadre d'un lien de subordination. Mais je pense qu'il faut élargir en fait, cette question-là à toutes les autres formes de travailleurs indépendants, dépendants. Et je pense notamment à tous ces entrepreneurs qui travaillent ici le lundi comme salariés dans une entreprise, le mardi exercent la même fonction, mais dans une autre entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur et qui sont en réalité dans une relation de travail qui est souvent à peu près la même. Et l'idée, c'était plutôt à cela qu'on pensait quand on avait pensé à légaliser les liens de subordination, c'était de se dire, voilà, la jurisprudence des cours d'appel, parce que moi, c'est comme ça que j'ai un peu pris les choses, la jurisprudence des cours d'appel est une jurisprudence qui est marquée par une énorme flexibilité des critères. Grosso modo, sa lecture du triptyque direction, contrôle, sanction, ajouté avec l'indice qui est le service organisé, les conduisent, grosso modo, à faire ce qu'elles veulent. Donc, elles qualifient ici de salariés ou elles refusent de qualifier là de salariés, un peu comme elles veulent, en fonction de ce qu'elles ressentent. Et l'absence de contrôle, alors peut-être le président Froid me contredira là-dessus, mais l'absence de contrôle, en tout cas, je dirais, de contrôle étroit effectué par la Chambre sociale sur la qualification de lien de subordination me semblait être devenu un problème. C'est-à-dire que, grosso modo, sauf les très grosses affaires, je pense à Hubert et Kizzy, à un moment donné, les chauffeurs de taxi, enfin voilà, des choses qui sont comme ça sociologiquement très importantes. Moi, ma pratique d'avocat au conseil, c'est qu'à chaque fois que je sollicitais le contrôle de la Chambre sociale sur la qualification qui avait été retenue par la Cour d'appel, dans 90% des cas, j'avais un très beau rapport de rejet non spécialement motivé, alors qu'il me semblait qu'il y avait un problème sur l'application des critères de direction, de contrôle et de sanction. Et ça, c'était une affaire d'intensité du contrôle qui était exercé. Et je me disais donc, si on légalise ça et qu'on oblige à ce que les critères soient cumulatifs
En plus, on impose de caractériser l'existence d'un véritable pouvoir disciplinaire au sein de l'entreprise, eh bien, on sécurise tout le monde. Eh bien, on sécurise le travailleur et on sécurise l'employeur et on oblige le juge, d'une part, à qualifier de manière complexe et on oblige la chambre sociale à exercer complètement son contrôle. C'était ça l'idée. Et si je peux... Avant de vous donner la parole, justement, j'allais faire réagir Muriel Asser aussi en tant que praticienne pour que vous nous donniez votre point de vue. Oui, parce que je voulais rejoindre exactement ce qu'est en train de dire François, c'est que quand on a constitué cette commission et qu'on a commencé à réfléchir au sujet, on est revenu sur nos problèmes basiques antérieurs, entre guillemets, qui existent toujours, du problème de la requalification des contrats d'indépendants en contrats salariés. Et finalement, notre sujet triangulaire aujourd'hui avec les plateformes est un sujet qui est vieux, hein, qui date et qui est récurrent, à savoir qu'on a toujours ce problème de sécurité juridique et en présence d'un contrat qui a priori n'est pas un contrat de travail, on se pose toujours la question de savoir si cette relation de travailleurs indépendants entre deux indépendants va être ou non requalifiée en salariat. Et c'est quand même un sujet éternel et on était parti de ce constat-là au départ. Ensuite, on s'est finalement rendu compte au fur et à mesure de nos travaux que finalement, il n'existait pas une définition légale précise où tous les critères existants de manière jurisprudentielle étaient cumulatifs. Et effectivement, on se rendait compte que les magistrats allaient piocher selon les cas d'espèce et les cas de figure, ce qui, pour nous, praticiens, est quelque chose de très insécurisant. Donc, le problème existait déjà. Il était prégnant et il est encore plus important avec le travailleur des plateformes. Et donc, je voulais juste réagir aussi par rapport à ce qu'a dit Pascal. Effectivement, pourquoi pas des présomptions de salariat ou des présomptions de travailleurs indépendants comme ça a été fait dans certains pays, mais toujours est-il que malgré tout, on a besoin de définir des critères toujours de la même manière pour dire on rentre ou on ne rentre pas dans telle ou telle présomption. Voilà. Et un point que je voulais ajouter sur les algorithmes, parce que c'est un vrai sujet aussi dont on se saisit moins juridiquement parlant et pourtant qui est patent. L'Espagne est assez novatrice sur le sujet et le gouvernement s'est saisi du sujet et le ministre du Travail espagnol a annoncé qu'elle mettait en place un dispositif destiné à neutraliser les punitions algorithmiques. Donc, eux, effectivement, sont allés vers le salariat, alors que d'ailleurs, il y avait un tiers statut ils ont les salariés, les trades, c'est-à-dire les travailleurs autonomes avec des droits dont bénéficient les salariés, et les indépendants. Eh bien, l'Espagne s'est positionnée sur le travail salarié, mais est allée plus loin dans la définition des critères pour pouvoir notamment s'intéresser aux algorithmes. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque pays s'empare d'un sujet plus ou moins important. Chaque pays va travailler sur des critères, mais on se rend compte que partout, la question de la sécurité juridique demeure. Donc, pour revenir à notre sécurité juridique et à notre droit français, moi, je pense qu'effectivement, il faut des définitions les plus claires possibles pour pouvoir dire on rentre ou pas dans telle case. Alors, Monsieur Froin, il y a bien sûr la question de est-ce qu'il faut une définition légale du lien de subordination, mais par rapport à ce que viennent de dire les intervenants, je voulais aussi vous interroger sur la notion de contrôle de la chambre la chambre sociale de la Cour de cassation sur les arrêts de cour d'appel. Est-ce que vous avez le sentiment que ce contrôle n'est pas suffisamment étroit? Et puis sur cette notion de cumul aussi des critères, parce que peut-être que c'est ça le sujet qui fâche, entre guillemets, c'est que d'une décision à l'autre, il y a un poids plus ou moins important qui est donné relativement à chaque critère. Et c'est peut-être cet élément-là qui crée l'insécurité juridique dont parlent François Pinatel et Muriel Asser. Oui, alors la question de l'éventualité d'une définition légale du lien de subordination me gêne et m'embarrasse en tant qu'ancien magistrat de la Chambre sociale, car elle comporte en creux l'idée que le critère du contrat de travail, donc le lien de subordination qui est d'origine jurisprudentielle, est insuffisamment précis pour assurer la sécurisation des relations contractuelles. Or, je ne suis pas vraiment d'accord sur l'absence de précision quand la Cour de cassation énonce que
le travail salarié et le travail accompli dans un lien de subordination et qu'elle précise que le lien de subordination est caractérisé, vous connaissez la définition, par l'exécution sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Tout cela est parfaitement clair. Ce qui est vrai, et c'est là où je suis un peu plus gêné, c'est que tout en donnant cette définition assez précise, la Cour de cassation en fait une application un peu à sa main, si j'ose dire, sans appliquer toujours strictement sa définition, même si elle s'y réfère, sans vérifier toujours que tous les critères sont réunis, alors que pratiquement tout le monde s'accorde à considérer qu'ils sont cumulatifs, et en y ajoutant parfois comme variable d'ajustement l'intégration à un service organisé. Et cela peut avoir pour conséquence que dans certaines hypothèses, eh bien, où la qualification peut sembler objectivement incertaine, il faut attendre longtemps, et la position de la Cour de cassation, pour savoir si on est en présence ou non d'un contrat de travail, ce qui n'est guère satisfaisant, puisque le droit doit être prévisible, surtout sur une question aussi fondamentale que celle-là. Il faut quand même relativiser l'incertitude, car je fais régulièrement de l'actualité jurisprudentielle et l'examen de l'actualité jurisprudentielle chaque année révèle qu'au fond, la Cour de cassation statue fort peu, ou en tout cas est rarement saisie sur des questions de qualification juridique du contrat ou d'existence ou non d'un contrat de travail. Mais si on revient à votre question, une définition légale du lien de subordination est-elle nécessaire pour sécuriser les relations entre employeurs et salariés? Soyons parfaitement clairs, il peut sembler tout à fait anormal, presque incongru, que dans un code du travail qui comprend, dans l'une des dernières éditions, près de 4000 pages, il n'y ait pas en tête de ce code du travail une définition légale du contrat de travail, puisque c'est ce qui commande l'application du droit du travail et par conséquent du code du travail. Mais on en connaît parfaitement les raisons historiques et jusqu'à maintenant, on s'est passé de définition légale sans que cela pose de problème particulier. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier aujourd'hui, au plan de la nécessité ou de l'opportunité, qu'on intègre une définition du contrat de travail dans le code du travail? Sans doute un objectif de sécurisation des relations contractuelles, faire en sorte que la qualification soit plus prévisible et donc, d'une certaine manière, qu'elle échappe davantage au juge parce qu'elle aurait été posée de manière très détaillée, très claire, très précise dans la loi. Pourquoi pas, sachant que je ne suis pas sûr qu'on puisse enfermer, je dirais presque ligoter le juge dans une définition tellement précise qu'elle le contraindrait et l'empêcherait, au fond, c'est le but de la requalification, de débusquer des situations de subordination réelle ou effective et de requalifier, car le droit du travail, c'est un droit d'ordre public et protecteur. Donc, la marge est étroite, une définition légale, pourquoi pas, mais il faut être très, très attentif à la nature de cette définition et ne pas complètement brider le juge, ce qui irait à l'encontre de tous les objectifs qui sont ceux d'un droit du travail et d'un code du travail réservé à certaines catégories de travailleurs. Est-ce que je peux juste je poser une question directement, Monsieur le Président, mais la Chambre sociale définit son contrôle. Est-ce que finalement la solution dans ces cas-là, ce n'est pas de justement modifier le contrôle en étant, je dirais, plus, j'allais dire rigoureux, mais ce n'est pas ça l'idée, en tout cas d'exercer un véritable contrôle complet comme vous le faites pour un certain nombre de notions. C'est-à-dire, moins vous réfugiez derrière une flexibilité des constatations des cours d'appel. C'est tout à fait possible, mais il faut une volonté d'aller dans ce sens. Je dois à la vérité dire que pendant le temps de ma présidence, est-ce que c'est parce qu'on était très très peu saisis? En définitive, on ne s'est pas engagé dans cette voie, ça ne nous a pas paru majeur comme source de difficulté, comme par exemple la réflexion qu'on a pu avoir sur la notion de co-emploi. Voilà, on n'a pas eu cette réflexion en ce qui concerne
le lien de subordination et l'application qui en était faite. Et même sur un arrêt comme Île de la Tentation, qui était un arrêt très complexe, on a abordé la question moins par le biais du lien de subordination que par le biais de la nature de la prestation. Est-ce qu'un jeu tel que celui en cause pouvait correspondre à une activité susceptible d'être qualifiée contrat de travail? Donc, en réalité, non, on ne s'est pas véritablement posé la question, mais ça, c'est aussi à la doctrine, aux praticiens, de pousser à ce que la Cour de cassation… Parce que moi, j'étais très sensible à ce que j'ai écrit sous votre plume sur le caractère cumulatif des critères. Je pense que pour la Cour de cassation, il y a bien normalement un caractère cumulatif des critères, mais dans les décisions, on n'en voit pas toujours l'application. L'arrêt Equitisi est caractéristique. Exactement. J'en profite pendant que vous avez la parole, Monsieur Froin. Il y a une question qui vous est adressée par une personne qui assiste à cette table ronde. Pour distinguer salariés et travailleurs indépendants, pourquoi ne pas transposer la jurisprudence Yodel comme vous l'aviez suggéré dans votre rapport? C'est pas à moi qu'il appartient de répondre à cette question-là. Je l'ai suggéré, donc j'ai considéré que ça faisait partie des possibilités, mais j'en ai montré les limites également parce que le juge national est tenu d'appliquer le droit communautaire tel qu'il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et j'ai rappelé dans la proposition que je suggérais que même en reprenant les critères Yodel, la Cour de cassation ajoutait une réserve en ce sens qu'elle considérait qu'il reste toujours possible, même quand les critères d'un travail indépendant paraissent constitués, de démontrer l'existence d'un lien de subordination et dans ce cas-là, d'emporter la requalification par le juge. Donc, je ne suis pas absolument sûr que cette solution-là nous garderait de toute impossibilité de requalification. En fait, indirectement, ça pose peut-être la question de savoir si, plus que définir le lien de subordination, il faut définir ce qu'est le travail indépendant. Oui, mais il est déjà un peu défini dans le Code du travail, parce qu'on oublie l'article, c'est 82.6, je ne sais plus, 6-1, qui pose une présomption de travail indépendant et qui pose comme présomption, alors c'est une présomption légale, donc ça va au-delà de la définition du travail indépendant, mais quand même c'est intéressant, qui pose comme définition, je dis cela de mémoire, que le travail est indépendant lorsqu'il est défini par la personne elle-même ou par le contrat qui le lie à la personne. Donc, ça va, quelque part, ça va très loin et puis, il y a également la définition qu'on trouve, indirecte, qu'on trouve dans l'arrêt Hubert, qui est reprise de la jurisprudence de la Cour d'appel sur laquelle avait à statuer la Cour de cassation dans l'arrêt Hubert. Pascal Lequet, qui a une question qui vous est adressée aussi. Intégrer les travailleurs de plateforme dans le salariat ne remet-il pas en cause les fondements mêmes du salariat, obligation de travailler ou à tout le moins de se tenir à disposition pour travailler, ainsi que l'obligation de loyauté empêchant le salarié de travailler pour des employeurs concurrents? Oui, l'idée n'est pas, je crois qu'elle n'existe pour personne de faire une intégration systématique. Et l'idée est de dire qu'il y aurait une présomption de salariat, mais qu'elle peut être renversée lorsque il est avéré que le salarié, le travailleur est indépendant. Alors, ceci étant dit, la question est évidemment tout à fait pertinente. Je crois que ce qu'on appelle le business model des plateformes doit justement évoluer pour coller davantage aux salariats. Ce à quoi on assiste, c'est qu'on voit très bien que les plateformes font évoluer leur business model au fur et à mesure des jurisprudences, et c'est le cas en France, mais c'est le cas dans tous les pays. Donc, il faut que les plateformes soient contraintes d'appliquer un modèle qui ne soit pas un modèle de contournement du salariat. Donc, typiquement, pour répondre à votre question, effectivement, vous dites pas d'obligation de travailler, pas d'obligation de loyauté. Typiquement, à mon sens, il faudrait contraindre les plateformes à appliquer un régime de temps de travail. Parce que tant qu'il n'y a pas de régime de temps de travail, effectivement, très souvent, on aura beaucoup de mal à appliquer les critères de lien de subordination.
on pourrait les obliger à définir des plages horaires, et pendant ces plages horaires, il y aurait une obligation de la plateforme de fournir du travail, et du coup, le salarié serait contraint à des obligations de loyauté. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Les plateformes arrivent à faire évoluer leur business model pour tourner autour du salariat. Et s'il n'y a pas suffisamment de contraintes, effectivement, elles arriveront à ce que la présomption se renverse facilement. Mais ça pose en fait une question qui est beaucoup plus générale. Vous savez, c'est autour du principe d'adaptation du travail à l'homme. Et je dirais que si on généralise, ce n'est pas au droit de s'adapter aux transformations et aux stratégies de ces plateformes, c'est plutôt à ces plateformes de s'adapter aux contraintes du droit. On a complètement renversé le modèle, et le droit peut parfaitement leur imposer un régime de temps de travail, un régime de rémunération minimale, qui fait que on n'aura pas systématiquement, si présomption il y avait, un renversement. Mais voilà, c'est effectivement une vraie question, et je suis tout à fait d'accord sur le fait que tout ça n'est pas évident. Il y a une autre difficulté que l'on rencontre, c'est que les travailleurs n'ont pas forcément envie d'être des salariés. Ça, c'est une autre difficulté. Vous connaissez tous, on connaît tous le principe de réalité qui fait que la qualification de contrat de travail ou pas dépend des conditions de fait. Est-ce que c'est parfaitement transposable au cas où vous avez des travailleurs qui n'ont pas envie d'être des salariés? Et ça aussi, c'est une vraie question. En fait, je pense que c'est tout à fait compatible, parce que si le travailleur qui est indépendant n'a pas envie d'être qualifié, il ne va pas agir en justice. Donc ça peut se résoudre comme ça. Après, évidemment, si vous avez une présomption de salariat, c'est autre chose. Donc, on est effectivement confronté à des questions juridiques extrêmement compliquées, mais à mon sens, il faut qu'on fasse extrêmement attention à ce que ce ne soit pas ces grandes plateformes qui dictent l'évolution du droit. Il faut que le droit, il est là pour définir les règles, pour construire la société, et c'est pas l'inverse, sinon on sera toujours à la traîne. Sur la question de la disponibilité des travailleurs, il y a quand même aussi le sujet que pointait tout à l'heure Sophie Bernard, qui est que par les systèmes de primes, les plateformes finalement arrivent à imposer aux travailleurs d'être présents à certaines périodes, à certains moments de la journée ou de la semaine, et finalement ils obligent les travailleurs à se rendre disponibles au moment choisi par la plateforme. Donc c'est là où aussi on voit la subtilité du sujet, quoi. Et une autre question, et qui en fait rejoint le déroulé qu'on avait prévu, donc je vais me permettre de prendre cette question dans ma propre bouche, qui était de savoir finalement, est-ce qu'il faut créer un tiers statut pour tous ces travailleurs, au-delà des travailleurs des plateformes, tous ces travailleurs qui ont des statuts un petit peu à la marge entre le salariat et l'indépendance. Peut-être, Muriel Lasserre, vous pouvez nous faire un petit point justement sur ce qui se passe dans d'autres pays, parce que d'autres pays ont choisi de créer des statuts, un troisième statut. Oui, alors très rapidement, en fait, c'est vrai, c'était intéressant de voir, par exemple, au Royaume-Uni, vous avez le statut de worker, qui est donc le statut intermédiaire entre le statut de employee et de self-employed. Et donc, il existe ce tiers statut. Leur droit a évolué quand, l'année dernière, une cour d'appel, Uber avait décidé qu'ils étaient indépendants. Et bien, finalement, la Cour suprême du Royaume-Uni a décidé le 19 février 2021 qu'ils devaient tous avoir le statut de worker. Donc, il y a un statut, en fait, proche du statut de salariat, sauf que le worker choisit librement la période d'activité où il se trouve subordonné. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'existence ou non d'un tiers statut ne résout pas forcément les problèmes. Parce que le problème qui reste entier, c'est quelle est la définition du salarié, quelle est la définition de ce worker qui est intermédiaire, et quelle est la définition de l'indépendant, et comment je le fais rentrer dans une case ou une autre. Donc, à chaque fois, se posent des questions. Finalement, ils ont opté pour ce statut-là. Donc, les 70 000 chauffeurs Uber ont vu leur statut requalifié avec, effectivement, des
de protection en matière de rémunération, système de retraite, prévoyance, santé, sécurité. Ce qu'on n'a peut-être pas assez dit depuis tout à l'heure, et pourtant on pense tous la même chose là-dessus, c'est que ces gens-là, ces travailleurs, recherchent des protections sociales essentiellement, d'abord et avant tout, avant même un statut. C'est-à-dire que nous, on réfléchit au statut juridique parce que nous sommes les praticiens du droit, mais les travailleurs, et Sophie Bernal l'expliquait très bien tout à l'heure, c'était très intéressant, eux recherchent vraiment une protection sociale. Et en fait, chaque, je pense, magistrat des cours suprêmes tente de trouver le meilleur moyen de protéger ces personnes. Donc, faut-il légiférer? Je prends l'Espagne qui est évoquée. Donc, je vous le disais aussi tout à l'heure, en Espagne, il y a ce qu'on appelle les trades, c'est-à-dire les travailleurs autonomes et économiquement dépendants. Et alors que spontanément, par exemple, Deliveroo, c'était il y a 2 ans, il y a plusieurs décisions, étaient prêtes à reconnaître ce statut de trade, eh bien non, le tribunal de Madrid a dit non, ce sont des salariés. Et eux pensaient justement que c'était adapté, puisqu'on est nombreux à penser, comme le disait Pascal tout à l'heure, que ces travailleurs ne recherchent pas forcément le statut de salarié à tout prix. Encore une fois, ils recherchent un statut leur permettant des protections. On a eu 2 décisions un petit peu paradoxales. Donc pour Deliveroo, on a eu une décision Glovo à Madrid où là, en revanche, le tribunal avait décidé que les travailleurs de plateforme de Glovo étaient libres de leurs horaires, de leurs itinéraires, ils étaient libres de refuser une commission sans être sanctionnés, et eux avaient reconnu ce statut de trade un petit peu intermédiaire, proche de l'indépendant. Donc, je ne vais pas faire le panorama de tout ce qui se passe dans tous les pays, mais le constat qu'on fait, c'est que même les pays qui ont un statut intermédiaire n'ont pas plus résolu de problèmes, n'ont pas plus trouvé de solutions adaptées, et finalement, même quand il y a parfois un statut intermédiaire, et je rejoins ce que disait Pascal tout à l'heure, on a une tendance à aller quand même vers le statut de salarié. Donc, cette question de savoir, alors c'est aussi en contradiction avec d'autres solutions où on est dans l'indépendance totale. Hein. Si vous voulez, on parlera, si j'ai 5 minutes, sur ce qu'on fait des pays nordiques, qui est complètement original et qui n'a rien à voir avec nos critères, et qui, eux, n'ont qu'un statut salarié indépendant, mais une autre forme de droit, et on trouvait d'autres solutions dans une négociation collective, mais très différente de notre schéma à nous. Et tout ça pour dire que, finalement, faut-il légiférer sur un tiers statut? En l'état de ce qu'on constate à l'international, j'en suis absolument pas convaincue. Hein. Je pense que je ne suis pas la seule praticienne à penser que ce n'est pas indispensable. En revanche, réfléchir encore une fois, et peut-être sur une définition qui évolue, hein, pour rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur le Président Frouin, tout à l'heure, on pourrait aussi peut-être imaginer aller au-delà de nos travaux et des définitions qu'on a pu imaginer, que ce soit dans le salariat ou de la définition du travailleur indépendant. On pourrait se demander, puisqu'on parle d'aller vers un code des travailleurs, s'il ne faut pas revoir l'ensemble des définitions pour que très clairement, on finisse par se dire tel type de travail rentre dans telle définition, tel type de travail dans telle définition. Aujourd'hui, cette insécurité, elle demeure, et à mon sens, avec un tiers statut en l'état actuel du droit, demeurera. Voilà. À moins de trouver des définitions extrêmement précises, mais on revient à notre sujet, sur ce tiers statut. Et pour moi, il y aurait presque une antinomie ou une incohérence avec le salariat et l'indépendant, puisque finalement, les décisions montrent qu'on passe de l'un à l'autre, ou troisième. Une année, on est dans le tiers statut, une autre année, on est dans le salariat, et l'année suivante, on est dans l'indépendant. Voilà, je pense que... Jean-Yves Frouin, est-ce que vous pensez que la création d'un 3e statut serait une voie appropriée? Non, je ne crois pas. Je vais vous indiquer pourquoi je ne crois pas. C'est un peu la solution tarte à la crème, cette solution de la création d'un tiers statut. Comme il existe de plus en plus de formes d'exercice du travail aujourd'hui qui confèrent aux travailleurs une grande autonomie, une autonomie d'exercice, sans faire cesser par ailleurs la réalité de leur dépendance à l'égard d'un donneur d'ordre, ce qui rend délicate effectivement la caractérisation d'un lien de subordination.
il suffirait de créer une situation légale intermédiaire entre salariés et indépendants propre à accueillir cette nouvelle catégorie de travailleurs avec des droits sociaux plus étendus que ceux dont bénéficient les travailleurs indépendants, sans toutefois que ces travailleurs soient des salariés auxquels s'applique le droit du travail. Je crois que c'est une fausse bonne idée pour de multiples raisons. C'était l'un des objets de la mission qui m'a été confiée. Donc, je les ai énoncées, ces raisons, dans mon rapport sur les travailleurs des plateformes numériques. Je ne veux pas reprendre ici toutes ces raisons. Je me bornerai à en avancer simplement quelques-unes. Il y a d'abord une objection assez souvent évoquée qui a été rappelée par Maître Assay. La solution du tiers-statut consiste finalement à remplacer ce qui avait été écrit par Anton Mattei et Sibéras dans leur rapport il y a 10 ans, à remplacer une frontière floue par deux qui le seront tout autant, une frontière floue entre travailleurs indépendants et travailleurs salariés, par deux frontières également floues entre salariés et travailleurs du tiers-statut d'une part, travailleurs du tiers-statut et travailleurs indépendants d'autre part. Donc il y a cette première objection d'ordre technique, mais quasiment rédhibitoire. Il y a ensuite une objection de principe qui m'apparaît extrêmement importante. Si la création d'un tiers-statut pouvait tout à fait sembler justifiée il y a une vingtaine d'années, quand Jacques Barthélemy en a évoqué, en a suggéré l'idée, c'est-à-dire quand on a commencé à prendre en compte ce qu'on appelait les travailleurs indépendants dits économiquement dépendants, privés des droits des salariés sans bénéficier des ressources et de l'indépendance des travailleurs indépendants traditionnels, elle est, me semble-t-il, beaucoup moins justifiée aujourd'hui, c'est-à-dire à une époque où la tendance est à l'universalisation des droits et partant à l'abolition des statuts professionnels distincts avec des droits distincts, où l'on entend aller, c'était l'un des objets, le quatrième objet de ma mission, que le gouvernement avait donc rajouté au terme de la mission élargie, celui d'aller vers un statut unique de l'actif professionnel. Et c'est d'ailleurs la position de l'Union européenne d'aller dans ce sens. Donc aujourd'hui, créer un tiers-statut me paraîtrait aller à l'encontre du sens de l'histoire, si j'ose dire. Et puis il y a enfin une objection d'opportunité et pratique, c'est que la solution du tiers-statut a plusieurs fois été envisagée en France et elle a toujours été écartée par les pouvoirs publics et par les partenaires sociaux, y compris quand elle a été recommandée, alors justement par le rapport que j'évoquais tout à l'heure de Paul-Henri Anton Mattei et Jean-Christophe Sibéras, qui était chargé d'une mission mandatée à cette fin par les pouvoirs publics, celle de réfléchir à l'opportunité de la création d'un tiers-statut et qui avait in fine conclu à l'opportunité de la création d'un tiers-statut. Et elle n'a eu aucune suite parce que s'y sont opposés aussi bien les pouvoirs publics que les partenaires sociaux. En clair, en France, actuellement, personne n'en veut. Et c'est la seule chose dont on m'a crédité mon rapport sur les travailleurs des plateformes numériques, c'est que je ne proposais pas la création d'un tiers-statut, c'était ça. Ouf. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, mais il y en a certainement d'autres, je pense qu'au surplus, la création d'un tiers-statut fragiliserait encore davantage que l'incertitude attachée à la notion de lien de subordination, la sécurité des relations contractuelles. Pascal Moquet, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous pensez aussi qu'un tiers-statut, ça ne réglerait pas le problème et qu'au contraire, ça créerait de la complexité supplémentaire? Oui, je suis tout à fait d'accord. Les exemples, ça a été dit, notamment par Muriel, les exemples qu'on a de tiers-statut ne sont pas des exemples très réjouissants. L'Italie, c'est très connu, on a eu un glissement assez opportuniste du statut de salarié vers le statut de travailleur parasubordonné. En plus avec des critères extrêmement flous. Donc le risque, c'est qu'effectivement, on ait de moins en moins de salariés et de plus en plus de travailleurs appartenant au tiers statut. Donc non, je n'y crois absolument pas non plus. En revanche, l'idée, et évidemment, c'est faute de mieux, l'idée de créer des protections, on va dire, secteur d'activité par secteur d'activité, pourquoi pas, c'est la démarche qui est faite pour les travailleurs des plateformes, puisqu'on s'intéresse aux travailleurs de la mobilité. Ça me semble être un moindre mal
que d'avoir un statut général pour tous les travailleurs économiquement dépendants. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce que disait Muriel et ce que disait Jean-Yves Fron, on n'a pas de définition générale de la subordination dans le Code du travail aussi parce qu'on a une approche abstraite du critère du contrat de travail. C'est-à-dire que le lien de subordination, c'est le critère d'application de l'ensemble du droit du travail. Et on a des pays, et le Japon est typique de cela. Au Japon, en fait, et pour chaque loi, c'est une approche qu'on pourrait appeler fonctionnelle du critère de contrat de travail. Au Japon, pour chaque législation, vous avez une définition de son champ d'application. C'est un peu ce que fait le droit européen, d'ailleurs, puisque chaque directive va définir son champ d'application. Et donc, du coup, en droit japonais, vous avez nécessairement, pour chaque loi, une définition de son champ d'application et du coup, une définition des travailleurs auxquels cela s'applique. Là encore, hein, en termes de sécurité juridique, ce n'est pas forcément idéal non plus, et en termes de simplicité, ce n'est pas forcément idéal non plus. Mais voilà, l'idée, si on maintient notre approche française, avoir un code du travail, l'idée d'avoir une définition qui s'inscrirait au début du code, qui serait forcément très générale, je ne suis pas non plus convaincu que ça serve à grand-chose. On voit très bien que la jurisprudence est très stable sur la définition de lien de subordination, elle n'évolue pas. Est-ce que ça apporterait quelque chose de l'inscrire dans la loi? Je n'y crois pas davantage que Jean-Yves Fron, même si mon regard, évidemment, n'est pas le même, puisque je ne suis pas et je n'ai pas été à la Cour de cassation. Mais le regard extérieur, je suis absolument convaincu que ça n'apporterait pas grand-chose. On connaît aujourd'hui le poids de la jurisprudence, en particulier de la Cour de cassation. C'est suffisant pour créer une définition. Il n'y a pas besoin de l'inscrire dans le code. Si je peux me permettre une précision, on a quand même oublié d'évoquer une chose qui a été un peu dite par Sophie Bernard, c'est qu'on a quand même une pluralité de types de travailleurs. Et que ça, c'est un paramètre qui est très important parce que vous avez des travailleurs qui sont à temps complet et c'est effectivement leur travail plein et important, mais vous avez des étudiants aussi qui sont dans des travaux. Parce que j'ai vu dans les questions, on dit, mais vous n'évoquez pas suffisamment tous les types de plateformes. Effectivement, il y a des aspects très protecteurs, mais aussi, effectivement, on y a tout à fait pensé. Vous avez des gens pour qui c'est juste un complément. Hein. Il m'est déjà arrivé d'entendre des chauffeurs me dire, en fait, j'ai un métier, mais je fais ça en plus pour arrondir les fins de mois. Et donc, bon, c'est une parenthèse pour dire qu'effectivement, si on réfléchissait à des définitions, encore une fois, elles pourraient évoluer, ces définitions. Il faudrait réfléchir à comment intégrer les différentes formes d'exécution du travail ou les différents types de travailleurs concernés. Oui, vous en avez pas parlé, mais il y a aussi le micro-travail, par exemple, qui se développe avec France Fernet. Peut-être pour rester quand même sur les travailleurs des plateformes, parce que c'est, je pense, la partie émergée de l'iceberg et c'est ce qui crée du débat médiatique et plus grand public peut-être. Mais il y a une question qui demande pourquoi faudrait-il absolument assimiler les travailleurs des plateformes à des salariés pour leur conférer davantage de protection? Ne risque-t-on pas de diluer le droit commun applicable aux salariés en créant de nouveaux régimes dérogatoires dans le livre 7? Pourquoi ne pas créer au sein de la catégorie des travailleurs indépendants un régime plus protecteur pour ceux qui apparaissent économiquement dépendants, comme semble le souhaiter le gouvernement? Est-ce que plutôt qu'assimiler les indépendants à des salariés, il ne faudrait pas créer une catégorie d'indépendants plus protégés? Et ça, pardon, je prends spontanément la parole, mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est un objectif qui est de nature politique. C'est-à-dire que le juriste, il raisonne avec ce qu'il a. Et ce qu'il a aujourd'hui, le juriste, c'est deux catégories qui sont très, très différentes en termes de protection. Il a le salarié d'un côté. Moi, je suis très sensible à ce que vient de dire Pascal Loquiec là-dessus. C'est-à-dire que sur la conception absolument abstraite du contrat de travail. C'est-à-dire qu'on a une définition qui va engendrer une catégorie de droits, et ces droits, ils sont d'ailleurs extrêmement importants puisque c'est le code du travail et c'est le code de la Sécu aussi. C'est-à-dire, c'est à la fois la protection sociale et la réglementation qui est applicable dans le cadre des relations de travail. Alors que le statut de travailleur indépendant, il engendre exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est quasiment un statut où l'anomie domine puisqu'il n'y a pas de protection dans le cadre de la régulation de la relation de travail et la protection sociale, chacun sait qu'elle est très faible et qu'il faut l'organiser il faut l'organiser personnellement. Alors oui, évidemment, pourquoi pas?
pourquoi pas? Mais ça, c'est le législateur, enfin, c'est de sa compétence. Nous, pour Avocial en tout cas, ce qu'on propose actuellement, mais je crois que ce sera surtout l'objet de la prochaine table ronde, c'est plutôt une approche dont j'apprends qu'elle est japonaise, mais qui est une approche un peu plus fonctionnelle, c'est-à-dire raisonner effectivement par type d'activité en fonction de la nature des activités, des besoins et avec un objectif central qui est celui effectivement de la protection, puisque c'est ça que demande le travailleur, c'est d'être protégé. Et donc l'idée, c'est, j'aime pas tellement le mot flexibilité parce que je trouve qu'il ne veut rien dire, mais c'est en tout cas l'adaptation à la réalité de l'activité économique avec un objectif qui est celle de la protection du travailleur dans un code global qui serait plus le code du travail justement parce qu'on ne veut plus qu'il soit abstrait, mais ce serait le code des travailleurs, qui serait donc un code qui fonctionnerait de manière fonctionnelle. Oui. Alors du coup, j'ajoute sur le modèle japonais, le droit japonais est l'un des plus protecteurs, que l'on connaît, même s'il évolue dans un sens, on va dire un peu, la protection recule. Au Japon, les lois sur le licenciement, les lois attachées au contrat de travail sont des lois applicables aux salariés. L'idée, c'est plutôt d'étendre, par exemple, tout ce qui est santé et sécurité, tout ce qui est discrimination, à des catégories en plus des salariés. Donc, on n'est pas sur une approche fonctionnelle qui conduirait à réduire les protections, on est plutôt sur une approche qui conduirait à les renforcer. Alors, par rapport à la question, est-ce que ça ne risque-t-on pas de diluer le droit commun applicable aux salariés? Ça, je crois que c'est une vraie inquiétude, c'est un vrai sujet. Il ne faudrait pas qu'en élargissant le gâteau, cela conduise à ce que les protections elles diminuent. Si on a un code qui s'ouvre à beaucoup plus de personnes, si l'idée c'est finalement qu'en contrepartie les protections plus faibles, et là il y a un vrai danger. Et donc c'est effectivement quelque chose qui peut inquiéter. Et moi personnellement c'est quelque chose qui m'inquiète, sur lequel on pourrait échanger. Mais effectivement l'idée d'un code des travailleurs, pourquoi pas, mais si cela ne conduit pas à ce que les salariés qui rentrent dans le champ du droit du travail, finalement, ne soient pas soumis à un régime qui serait plus large, ouvert à davantage, mais qui du coup serait moins protecteur. C'est toute la difficulté autour de la création d'un droit de l'activité professionnelle qui serait un droit au champ plus large. Si vous arrivez effectivement à un dispositif qui ouvre davantage de protection à ceux qui n'en ont pas, pourquoi pas, mais voilà, l'inquiétude, c'est est-ce que ça ne va pas transformer le régime? Et encore une fois, mais ça, le Conseil constitutionnel l'a dit, à mon sens, ne jamais fermer la porte à la requalification. Ça, c'est vraiment une difficulté de base. Ça, c'est la difficulté. C'est si on légifère, que les juges aient toujours la possibilité de requalifier lorsque, principe de réalité, les conditions de fait. Et on a vu que le dispositif législatif qui avait été créé il y a quelque temps, la loi LOM, on a bien vu, c'était pas très clair, mais quand même, on sentait bien qu'il y avait quand même l'idée de limiter les possibilités de requalification. Et à mon sens, si la personne rentre dans les canons du droit du travail, avec le critère actuel ou un autre critère, on ne doit pas fermer la porte. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est important, et forcément, ça limite la sécurité juridique. La sécurisation est forcément limitée. Je me permets de répondre directement, mais justement, en tout cas, à Avocial, au sein de cette commission, il y a une chose sur laquelle on a toujours été, je parle sous le contrôle d'Amélie Dei, mais on a toujours été absolument d'accord, c'est que les vrais salariés, c'est-à-dire ceux qui sont notamment tout ce sous-prolétariat qui a créé notamment toute l'économie numérique, etc., sont des gens qu'il faut protéger et qu'il faut protéger à l'intérieur du salariat. Donc la question n'est absolument pas celle-là. Et la question, elle n'est pas de limiter les possibilités de qualification et de requalification, c'est l'office du juge et c'est le principe même du droit et de l'état de droit et du principe de la légalité de pouvoir qualifier. Donc la question n'est pas là. La question, elle est que, et moi c'est pour ça que j'aimais bien cette histoire d'abstraction du Code du travail, c'est qu'en réalité, nos constats de praticiens, c'est que le Code du travail dans son ensemble, dans ces dispositions, s'applique plus ou moins bien ici, là, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas assez adaptatif. Et ça, ce n'est pas une affaire de protection, c'est une affaire de faire en sorte que le Code du travail puisse fonctionner avec l'économie active.
sans forcément réduire les droits des travailleurs. Enfin, il y a de ce point de vue-là, mais ça, je pense que c'était assez français, l'idée suivant laquelle, à chaque fois que l'on veut, en réalité, pouvoir adapter la réglementation à la réalité économique, on serait nécessairement contre les droits, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une manière, par exemple, moi je pense au temps de travail, le fait que le temps de travail soit un système, alors c'est vrai qu'il fait l'objet de négociations, etc., mais c'est quand même globalement un système uniforme dans des secteurs d'activité qui fonctionnent de manière complètement différente, bon, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. De la même manière qu'appliquer à Bouygues exactement le même code du travail qu'à mon cabinet dans lequel on est 12, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes moyens et surtout, on n'est pas confronté aux mêmes problématiques. Donc, la question n'est pas celle de la flexibilité, elle est celle de l'adaptabilité avec, parce que ça, on est très attaché à ça, avec un objectif de protection et d'assurer la protection des travailleurs. Jean-Yves Franc, peut-être, est-ce que, d'abord, vous partagez l'inquiétude du professeur Loquec sur le risque de dilution de la protection des droits des travailleurs, enfin, des salariés, si on ajoute si on crée une sorte de statut intermédiaire ou qu'on ajoute des protections à des salariés à des travailleurs qui sont indépendants. Enfin, voilà, si on valide cette forme de brouillage dans le droit, est-ce que vous avez cette inquiétude sur la dilution des droits des salariés? Je ne l'ai pas pour l'instant. Elle existe, mais je l'aperçois comme étant plus théorique que réelle. En tout cas, après le dépôt de mon rapport, et ça rejoint la question qui était posée il y a un instant, l'idée des pouvoirs publics, c'était d'augmenter les droits, et notamment les droits sociaux, c'est-à-dire les droits de protection sociale des travailleurs des plateformes et éventuellement des travailleurs indépendants dits économiquement dépendants pour les aligner progressivement sur ceux des salariés, mais évidemment sans rien enlever aux droits actuels des salariés. Et l'idée était que le dialogue social à organiser entre plateformes et représentants des travailleurs pourrait y contribuer et que pour le surplus, notamment pour la protection sociale, les pouvoirs publics devaient prendre sur eux de prendre les dispositions nécessaires pour augmenter les droits dits sociaux des travailleurs, et ça devait être fait dans le projet de loi de financement de la protection sociale. Je crois que les pouvoirs publics ont progressivement changé leur fusil d'épaule, ou en tout cas ont renoncé dans l'immédiat et tout de suite à inscrire l'augmentation de ces droits des travailleurs des plateformes, droits de protection sociale, dans le projet de loi de financement de la protection sociale, mais sauf à vérifier, pour s'en remettre au dialogue social. Le problème, c'est que le dialogue social, il peut aboutir comme il peut ne pas aboutir du tout. Il peut ne déboucher sur rien. C'est pour ça que moi, dans le rapport que j'avais déposé, j'avais suggéré que l'on retire la protection sociale du dialogue pour en faire une décision qui relève de l'ordre public et par conséquent des pouvoirs publics. Et apparemment, les pouvoirs publics en étaient bien conscients et déterminés à cet égard. Donc, je ne crois pas qu'il y ait à craindre un retrait d'un certain nombre des droits qui sont dans le Code du travail et qui ne bénéficient qu'aux salariés. Donc, on est plutôt dans le sens d'octroyer des droits qu'ils n'ont pas actuellement et qui seraient comparables à ceux dont bénéficient les salariés, à ceux des travailleurs de statut indépendant qui sont les plus dépendants économiquement. Et le problème, c'est qu'il y aura une difficulté de frontière. À terme, il faudra que tous les travailleurs indépendants en bénéficient. Une autre question du coup sur le statut des travailleurs, de ces travailleurs indépendants, qui est est-ce qu'il faudrait ajouter dans la 7e partie du Code du travail relative aux professions présumées salariées ayant une large autonomie d'exercice une présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme tenus à responsabilité sociale? Et dans ce cas-là, ce serait assorti d'un décompte du temps de travail correspondant à la durée d'activité allant du moment où la tâche est acceptée par le travailleur au moment où celle-ci est achevée. Là, ce serait une définition très précise. Est-ce que l'un de vous souhaite répondre sur cette présomption de salariat des travailleurs des plateformes? En fait, en l'occurrence, on parle des chauffeurs de VTC très spécifiquement. Je sais ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça va dans le sens de pas mal de pays.
ça va plutôt dans le sens d'un rapport qui avait été déposé au Parlement européen. Donc moi, l'idée d'une présomption de salariat, je trouve ça plutôt bien. Après, évidemment, le fait de combler la partie 7 du Code du travail, c'est aussi un constat du caractère un peu parcellaire, enfin, de notre approche. On a des choses sur les mannequins, on a des choses sur les gérants de succursales. C'est une manière de combler les trous. Voilà, c'est un peu une manière de combler les trous et de ne pas avoir une approche globale. Mais personnellement, je l'ai dit, je préfère encore ça, même si d'un point de vue légistique, ce n'est pas forcément satisfaisant que de toucher au champ d'application du droit du travail. La question du temps de travail, vous l'avez posée, François l'a évoqué, ça c'est une question absolument primordiale. C'est là où on a une vraie difficulté, c'est que on voit très bien pour ceux qui sont en télétravail, le temps de travail, c'est le critère de la mise à disposition, permettant de déterminer si un travailleur est à la disposition de l'employeur ou pas. La mise à disposition, c'est ce qui permet de déterminer s'il est rémunéré ou pas. Est-ce qu'on va arriver éternellement à assouplir le temps de travail pour arriver à cadrer avec ces nouvelles formes de travail au projet, aux objectifs? Là, il y a un vrai challenge. Avec les algorithmes, à mon avis, c'est l'un des sujets. Je ne pense pas du tout qu'il faille sortir du temps de travail comme étalon de mesure du travail, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et effectivement, l'idée peut-être d'enfermer ce travail de plateforme dans des créneaux horaires. Mais là aussi, il va falloir qu'on évolue aussi dans notre conception du temps de travail. C'est pas évident, c'est la notion la plus vieille qu'on ait dans le travail, le droit du temps de travail. On l'a fait beaucoup évoluer, et il va peut-être falloir encore qu'on fasse évoluer. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Et en même temps, je ne vois pas quelle alternative on peut avoir au temps de travail pour déterminer si on doit être payé ou pas. Trouver des critères alternatifs, ça ne fonctionne pas. On pourrait imaginer, si c'est le fait de fournir un travail pour autrui, évidemment, on est autant sur le travail indépendant que sur le travail salarié. Alors après, il y a, une fois de plus, c'est pour ça que j'y reviens toujours, le critère du contrôle. Si on est sous contrôle, si les caméras sont branchées, etc., est-ce que ce n'est pas finalement un critère plus opératoire que le temps de travail? Parce que voilà, pour quelqu'un qui est en télétravail ou qui est en forfait jour, c'est aujourd'hui à mesurer. Voilà. C'est pour ça que moi j'y reviens toujours à ce critère du contrôle qui me semble assez opératoire. Vous parliez télétravail à l'instant et justement il y a une question que je ne vois plus à l'écran mais qui était sur ce triptyque entre lien de subordination, lieu de travail et temps de travail qui finalement sert à définir le contrat de travail et qui aujourd'hui est de plus en plus flou, notamment aussi pour les gens qui sont en télétravail puisqu'ils ne sont plus sur leur lieu de travail ni un temps de travail qui est forcément très facile à contrôler par l'employeur. Donc, je ne sais plus exactement quel était le sens de la question puisque je ne la vois plus à l'écran. Mais en gros, c'était aussi comment on adapte le code du travail à ces travailleurs, à cette fluidité un petit peu du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'un de vous veut, François? Oui, mais moi, il ne me semble pas que je vous sens motivé. Il me semble pas que le lieu de travail soit un critère du contrat de travail. C'est un élément du contrat de travail, mais ça n'a jamais été un critère du contrat de travail. Les critères du contrat de travail, c'est le travail, la rémunération et le lien de subordination. Donc, quand on télétravaille, si les trois éléments sont réunis, on reste un salarié. Effectivement, il va y avoir une adaptation, et ça, c'est vrai que c'est un défi énorme, mais il va y avoir une adaptation des règles particulières qui s'appliquent au contrat de travail dans ce cadre-là, à la fois d'ailleurs pour le contrôle du temps de travail et pour l'organisation du travail dans un lieu qui n'est plus l'entreprise, qui ne va pas être sans poser d'innombrables questions dans l'avenir. Pas d'autres réactions. Alors, une question sur la notion de définition légale, je pense. Enfin, ça se rapporte à la définition légale du lien de subordination et de Christine Ruot qui dit on voit l'échec de la légalisation dans la création d'un CDD spécifique pour le sport professionnel qui avait pour but de sécuriser. Et en fait, les requalifications de ce CDD en CDI par les juges de fond se poursuivent. Donc finalement, ça montre que rédiger une définition légale du contrat de travail ne règle pas les difficultés. Maïfra, vous voulez réagir? Non, j'ai rien de plus à dire que ce que vous venez de dire à l'instant.
Et en fait, ça rejoint ce que vous disiez, Pascal Loquet, tout à l'heure, sur la nécessité de la possibilité de requalifier le contrat de travail, de requalifier la relation de travail en contrat de travail. Et dans ce cas, effectivement, même si on écrit noir sur blanc, c'est un CDD, dans la loi, si le juge considère que c'est un CDI, on a de multiples exemples qui montrent que quand le législateur veut sécuriser, les juges, et fort heureusement, reprennent des marges de manœuvre. Je peux en prendre deux. Emprunter au droit du licenciement, c'est la définition des indicateurs de l'article L1233-3 sur la notion de difficulté économique. C'est copié du droit espagnol. L'idée de départ, c'était clairement présenté comme ça, c'était de sécuriser les entreprises qui ont des difficultés économiques en disant si vous avez tant de salariés, il faut tant de trimestres pour pouvoir, de baisse d'activité, de baisse de commandes, de baisse de chiffre d'affaires, pour pouvoir licencier. On a dans la loi le critère du significatif, et les juges du fond espagnols se sont emparés du significatif pour finalement faire une appréciation, un peu comme on avait avant, de l'importance de la baisse. Donc évidemment, on dit il faut un trimestre si vous avez 5 salariés de baisse, mais si les juges vont apprécier le caractère significatif de la baisse, ça fait sauter toute la logique. Et pour moi, c'est normal. Le barème, j'y reviens une fois de plus, c'est la même chose. On a voulu sécuriser. On voit très bien aujourd'hui que les juges du fond ont mis au jour la possibilité d'un contrôle de conventionnalité concret pour dire que même si abstraitement le barème serait en conditionnel conventionnel, de toute façon, ça n'empêche pas, au vu de la situation individuelle du salarié, au vu du marché de l'emploi, de passer outre. On voit bien l'explosion des contentieux en harcèlement, etc. Donc voilà, quand on veut sécuriser, ça n'empêche pas, et c'est heureux, les juges de réagir. Et donc, c'est pour ça que je disais au début, sécuriser, oui, mais ça ne doit pas être l'objectif premier du droit. Mais ça fait réagir un des participants qui demande si vraiment, à terme, le rôle de la Cour de cassation est de faire évoluer le droit dans un domaine essentiel comme celui du lien de subordination. Est-ce que ce n'est pas plutôt le rôle du législateur de faire évoluer la définition du travailleur et la protection de ce dernier, même si on renonce à la création d'un statut nouveau? Je crois que c'est pour toi. Oui, ça c'est une éternelle question. Et en droit du travail, on a souvent reproché à la Cour de cassation de prendre des initiatives normatives excessivement hardies pour lui rappeler qu'en réalité, ça n'était pas à elle de faire la loi, mais au législateur. Donc, bon, c'est une éternelle question. Elle l'a fait beaucoup en droit du travail parce qu'on peut dire maintenant que le Code du travail est pratiquement achevé, mais le droit du travail est quand même un droit du travail très jeune, puisque bon, un droit qui s'est émancipé du droit civil progressivement, et ça a duré plusieurs décennies, et même dans la période récente, un grand nombre de questions n'étaient pas tranchées par le Code du travail, et il appartenait par voie de conséquence à la Cour de cassation de régler des questions inédites qui se posaient à elle et qui n'étaient pas tranchées dans le Code du travail. Donc, pour celles des questions qui ne sont toujours pas tranchées, il est de l'office du juge de les trancher quand elles lui sont posées et qu'il n'y a pas de solution dans le Code du travail. Quand on s'avise d'une question nouvelle qui correspond à des choses déjà tranchées, on peut discuter évidemment du point de savoir si ça n'est pas davantage au législateur qu'au juge de le faire. Mais prenons par exemple la prise d'acte, le régime de la prise d'acte et même le principe d'un mode de rupture autonome qui est la prise d'acte a été décidé par le législateur, par le juge en 2003. Le législateur s'est interrogé à de multiples reprises du point de savoir s'il ne fallait pas l'intégrer dans la loi. Il ne l'a pas fait pour des raisons politiques, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, mais il est quand même invraisemblable qu'un mode de rupture du contrat de travail, parfaitement admis et appliqué, et dont le régime est entièrement fixé par la jurisprudence, soit toujours exclusivement jurisprudentiel, comme s'il n'existait pas d'une certaine façon. Mais bon, là, moi, j'ai rien de plus à dire. Je ne vais pas m'engager sur le point de savoir, parce que c'est un vieux débat. Est-ce qu'il appartient au juge de le faire?
Vous disiez à l'instant que le Code du travail est un code relativement récent et finalement, à certains égards, il apparaît quand même déjà daté. Alors, c'est une question très vaste, mais je vais vous demander d'y répondre assez rapidement puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est au-delà du seul sujet du lien de subordination, est-ce que vous diriez que le Code du travail est encore adapté au marché du travail tel qu'il existe aujourd'hui? François Pinata, je suis sûre que vous avez... je crois que j'ai déjà dit ce que je pensais. Moi, je suis très attaché au Code du travail. Je suis très attaché au fait qu'on dispose en France d'un arsenal juridique qui vise à protéger un certain nombre de travailleurs qui sont des travailleurs subordonnés et qui doivent effectivement bénéficier d'une protection. Je suis en revanche très ennuyé par une sorte de dogmatisme du Code du travail. C'est-à-dire qu'en France, en fait, on a une vision du Code du travail qui est quasiment une catégorisation. On a les fonctionnaires, on a les salariés, on a les travailleurs indépendants, etc. Et le Code du travail, c'est devenu un statut. Moi, ça, c'est en réalité ce qui me dérange. Et je trouve que la problématique des travailleurs de plateforme a été, de ce point de vue-là, extrêmement intéressant parce que, bon, à part cette question du tiers statut, au fond, on s'est dit, il faut les protéger, donc on va les protéger et on va les qualifier de salariés sans même s'interroger sur les conséquences, je dirais, pratiques de cette requalification. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, hein, parce que je pense qu'au contraire, les chauffeurs Uber et Take It Easy ou Deliveroo, etc., sont incontestablement, à mon sens, des salariés. Mais ce qui était très intéressant dans cette réflexion, c'était de se dire qu'à aucun moment, on s'est interrogé sur ce que concrètement ça veut dire pour le modèle économique, par exemple, l'application stricto sensu de l'ensemble de cette Bible de 4000 pages qui est le Code du travail. Et je crois, c'est mon avis, donc je crois qu'aujourd'hui, l'existence de cette nouvelle forme de travail, l'explosion en fait, de l'économie numérique, l'explosion des modes de travail des différents statuts va nous obliger à réfléchir à l'articulation des règles. Donc moi, la question, ce n'est pas d'abandonner le Code du travail, j'y suis très attaché, mais c'est de faire en sorte de l'assouplir dans son application et d'arrêter de le dogmatiser. Quel lequel vous voulez réagir? Écoutez, sur le fait que le Code du travail soit un bien précieux, je suis évidemment très, très favorable. Dès lors qu'on considère que le droit du travail, ce n'est pas que le Code du travail, mais c'est le Code du travail plus l'ensemble des normes qui s'y ajoutent, notamment la négociation collective, oui, je considère que le droit du travail et le Code du travail est tout à fait adapté. On sait tous très bien que notamment sur le temps de travail, qui est probablement le terrain sur lequel on a besoin le plus d'adaptation, la place de la négociation collective est très importante. Alors, ceci étant, il y a une problématique qui est très délicate, mais à mon sens, on doit mieux embrasser en France. Ça a été beaucoup mieux fait, notamment dans les pays de common law. C'est la problématique de l'autonomie. Je ne parle pas de l'indépendance. Ce n'est pas la même chose de parler d'indépendance juridique que de parler d'autonomie. Je parle de l'autonomie dans le salariat. Toutes les enquêtes montrent que les travailleurs français sont en manque d'autonomie. Autonomie dans la définition de leur travail. Donc je crois que c'est un vrai challenge parce que quand on parle aux jeunes générations, c'est beaucoup dit, certains disent non, être subordonné, ça c'est pas pour moi. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi la grammaire de la subordination, à mon sens, doit évoluer, même le vocable. Ils ont envie d'être autonomes, mais on peut être autonome dans le salariat. Alors, il y a tout un tas de pistes qui peuvent être creusées. À mon sens, le développement des groupes de discussion, c'est une problématique qui me semble assez pertinente. L'ANACT l'avait proposé, on avait fait un livre avec Dominique Méda et Eric Heyer, on l'avait aussi proposé, et notamment pour le télétravail, c'est important, c'est de créer des groupes dans lesquels on discute du contenu même du travail. Ce n'est pas le rôle forcément des représentants d'une personnel. D'ailleurs, il ne s'agit absolument pas de remettre en cause leur rôle, mais c'est différent. Le contenu même, la définition des tâches, la définition des objectifs, ça doit être co-décidé. Et puis, vous avez la problématique plus générale sur l'autonomie, c'est de donner plus de pouvoir aux salariés dans les instances de direction. Là, ce n'est pas que le Code du travail, c'est aussi une problématique commune au droit du travail et au droit des sociétés. C'est vraiment une grande problématique, je pense que tout le monde y est sensible ici. Voilà, donner plus de poids aux salariés dans la définition de leur travail, mais aussi dans
dans l'élaboration des décisions d'entreprise. C'est une chose que d'avoir promu les accords d'entreprise. Si on le fait, c'est le cas aujourd'hui, il faut qu'en contrepartie, il y ait aussi un partage du pouvoir de décision. Le partage, ça ne peut pas être simplement sur la négociation d'entreprise. Il faut que ce soit aussi au niveau des instances de direction et pourquoi pas aussi au niveau des CSE. Donc ça, c'est le fameux modèle allemand. Muriel Lasserre. Oui, je rejoins en fait ce que dit Pascal, en fait, d'une certaine manière, parce que le code du travail me semble absolument indispensable et je pense que ça peut être une fierté, entre guillemets, française, qui a été copiée dans certains pays, mais on arrive à un constat aujourd'hui que ce code est vieillissant, d'où toutes nos réflexions pour faire évoluer vers un code des travailleurs. Pourquoi vieillissant? Et c'est là où je rejoins Pascal Loquet, c'est que les jeunes, on a vu qu'il y a des études là-dessus, ne sont pas du tout attachés au salariat ou disons au contrat à durée indéterminée comme ont pu l'être nos aînés ou les gens de notre génération. Et il y a un vrai sujet sur l'évolution du travail de manière générale et même beaucoup plus large et même bien au-delà du travailleur des plateformes. Il y a une évolution du travail et une envie d'indépendance. Alors peut-être que ça rejoint l'idée d'autonomie soulignée par Pascal Lequesne. Et ce besoin d'autonomie se traduit souvent par pas envie d'une subordination telle qu'elle existe de manière forte et sous une définition née à une période industrielle qui n'existe plus ou peu aujourd'hui. Donc, à mon sens, il faut une évolution. Comment? Je n'ai pas forcément les réponses. La question, pour rebondir sur le sujet du critère du temps de travail, en fait, je suis assez d'accord parce que quand la Cour suprême, par exemple, au Royaume-Uni, a décidé que les chauffeurs Uber étaient des workers, s'est posé le problème de savoir à partir de quel moment on leur verse une rémunération. Est-ce que c'est à partir du moment où ils se connectent à l'application ou bien ce que revendiquaient les chauffeurs au moment où en fait ils acceptent une course, ce que Uber a voulu imposer. D'ailleurs, je crois que le problème n'est pas encore résolu. Voilà, c'est un exemple patent. Alors, vous voyez, c'est plus salarié, c'est plus indépendant, c'est un critère aussi de relation de travail. Donc, on a, à mon avis, un travail de fond, de réflexion qui n'est pas terminé et peut-être pour rejoindre ce que vous disiez, monsieur le professeur Forin, c'est qu'effectivement, monsieur le président Forin, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il revient au gouvernement de se saisir la question de la protection sociale, qui est finalement un sujet peut-être parallèle, auquel on essaye sans arrêt de se raccrocher parce que ces gens-là ont besoin de droits. Et effectivement, si ce sujet était pleinement géré, on arriverait peut-être à mieux distinguer les problèmes juridiques des problèmes sociaux purement parlant. Jean-Yves Franc, je vais vous laisser la parole, mais je préviens juste que Pascal Lequesne va devoir nous quitter dans quelques instants, donc ne soyez pas surpris. Monsieur Franc. Oui, moi je crois que le système du Code du travail est encore adapté à la réalité des relations de travail si on raisonne à la date où nous sommes aujourd'hui. Le statut de salarié ouvre droit à l'application du droit du travail et partant des dispositions du Code du travail, tandis que le statut de travailleur indépendant n'y ouvre pas droit, d'où l'importance du critère du contrat de travail et pour l'instant du lien de subordination, car il détermine l'accès à des droits et protections qui ne sont pas de même nature, mais qu'on s'applique à gommer progressivement les différences de droits, notamment de droits sociaux, mais pas que, et la question du lien de subordination et même de l'application du Code du travail à un terme relativement éloigné devient sans véritable objet. En clair, c'est le statut qui détermine des droits, d'où la nécessité de distinguer, et le lien de subordination y concourt, mais s'il n'y a plus de véritable différence dans la situation réelle des travailleurs et qu'on unifie progressivement leurs droits, la distinction selon le statut d'emploi et la définition d'un critère de distinction n'ont plus guère de sens. Et ce qui est vrai, c'est que
on ne peut pas nier qu'il y a un rapprochement des travailleurs aujourd'hui, en ce sens que les travailleurs sont de plus en plus autonomes, même quand ils restent dans un lien de subordination, mais réciproquement, beaucoup de travailleurs statutairement indépendants sont soumis à un certain contrôle de la part d'un tiers, voire à un contrôle certain de la part d'un tiers. Donc, si on va vers une unification des droits, comme actuellement c'est le statut qui détermine les droits, des droits différents, si on a des droits relativement analogues ou proches, le système du Code du travail à terme pourrait ne plus avoir de raison d'être, en définitive. Tout dépend de quel point de vue on se place. Actuellement, on se place du point de vue du statut qui va déterminer l'application de droits. Mais si les droits sont équivalents, il n'y a plus besoin nécessairement de Code du travail. Eh bien, merci à tous les quatre. Je suis désolée qu'il reste 2 ou 3 questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais malheureusement, c'est la fin de cette table ronde. Merci à tous les quatre pour avoir partagé votre expérience et vos réflexions.